Bonjour, je suis Laurence Meilleur, chargée de projet chez Agir Outaouais, donc l'Assemblée des groupes de femmes d'intervention régionale. Agir, en fait, c'est une table de concertation qui vise à représenter les droits des femmes donc de la région de l'Outaouais et qui mène plusieurs projets en lien en fait avec les droits des femmes. Donc cette présentation consiste en fait à vous présenter les principaux résultats qu'on a pu obtenir au sein du projet sur les violences faites aux femmes de la diversité. Alors ce projet-là a été mené par moi-même et un comité de travail et plusieurs organismes partenaires en fait depuis septembre 2021. Et donc, ce projet-là, en gros, ça visait en fait à recenser les outils et les services qui existent au sein des organismes de l'Outaouais qui travaillent en fait en violence principalement et regarder ensemble les besoins de ces organismes-là pour en fait mieux répondre aux réalités et aux besoins des femmes qui sont issues de diverses communautés socio-culturelles et qui sont en fait victimes de violences. Et donc, cette présentation va alors présenter les principaux résultats qu'on a pu recenser au sein du projet et puis un peu faire une contextualisation et d'éventuellement présenter des recommandations pour améliorer les services. Alors, avant de passer à la diapositive suivante, je voulais simplement remercier d'abord le secrétariat à la condition féminine du Québec pour le financement octroyé pour ce projet. Et je voudrais aussi, en mon nom et à toute l'équipe d'Agir, remercier chaleureusement les organismes membres et partenaires d'Agir Outaouais qui ont collaboré tout au long de cette dernière année-là au sein du projet. Et un merci tout particulier aux participantes qui ont partagé avec force et confiance leur vécu et qui ont été très précieux au sein de ce projet-là. Alors, le plan de la présentation, simplement, on va commencer par présenter donc le projet. Alors, une brève contextualisation, ce qui a mené en fait à l'élaboration du projet. Ensuite de ça, le cœur de notre présentation, ça sera de présenter les résultats qu'on a obtenus dans la recension croisée. Donc, d'abord, la recension qui a été faite auprès des organismes, puis ensuite de ça, la recension qui a été faite auprès des femmes issues de la diversité. Et finalement, on va voir ensemble les constats, donc une brève conclusion, et les recommandations finales que l'équipe d'Agir propose pour améliorer les services d'aide en violence. Alors, la présentation du projet. En fait, le projet sur les violences faites aux femmes de la diversité en Outaouais s'est construit en fait dans la continuité de deux études clés pour comprendre les réalités de la violence en Outaouais. Donc d'abord, il s'est construit sur le plan d'action de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, donc la TCRI, qui a en fait amorcé en 2018 un projet pour un partenariat pour lutter contre la violence faite aux femmes immigrantes et racisées. Et donc, l'Outaouais, en fait, avec 7 autres régions, était une région clé pour mettre en place ce plan d'action-là. Alors, ce plan d'action visait en fait à créer des collaborations et des pratiques adaptées pour lutter contre les violences faites aux femmes immigrantes et racisées. En fait, ce projet-là, comme vous pouvez constater, est axé sur les réalités des femmes immigrantes et racisées. Donc, ne concerne pas l'ensemble, en fait, des femmes de la diversité que on pourra voir ensemble tout à l'heure. Et donc, voilà. Alors, nous, on a repris un peu ces bases-là pour, en 2021, amorcer le projet sur les violences faites aux femmes de la diversité. Et malheureusement, en 2018, le projet n'a pas eu lieu parce qu'il y avait une faute de financement. Ensuite de ça, en 2020, Agir, en collaboration avec le collectif de recherche féministe anti-violence, donc Femmes en vie, de l'Université d'Ottawa, ont mené une recherche qui visait en fait à recenser également les violences faites aux femmes et les services qui sont offerts par les organismes féministes de la région. Et donc, c'est ça, en 2020, cette recherche-là visait à documenter les réalités et les besoins des femmes victimes de violences et principalement des maisons d'hébergement, qui étaient donc les organismes cibles pour ce genre de recherche. Alors, le rapport que je vous invite à lire sur le site web d'Agir Outaouais est très pertinent puisqu'il
sert de socle pour, en fait, le projet de 2021 sur les violences faites aux femmes de la diversité. Il a recensé les services des maisons d'hébergement. Vous comprendrez que ce projet-là visait en fait à recenser les réalités plutôt globales des femmes victimes de violences, donc pas nécessairement axé sur les réalités spécifiques des femmes de la diversité, et aussi les organismes des maisons d'hébergement. Donc, ce n'est pas d'autres organismes qui œuvrent soit en violence ou aussi au-delà du secteur de la violence, donc par exemple l'employabilité, etc. Et avec le projet sur les violences faites aux femmes de la diversité, donc en 2021, nous, on souhaitait en fait ratisser de manière plus large, c'est-à-dire aller aussi rencontrer les réalités des organismes qui sont en contact avec les femmes de la diversité, mais qui ne travaillent pas spécifiquement en violence. Pour nous, c'était important d'ajouter ce point-là. Et donc, voilà les bases qui ont mené en 2021 à concrétiser et bonifier, en fait, ces deux études-là, en fait, et avec le projet. Et donc, voilà. Et maintenant, pour ce qui est des objectifs de la recension, donc ce projet-là, alors, c'était pendant l'année de septembre 2021 à septembre 2022, on souhaitait en fait présenter l'état de la situation en ce qui concerne les violences faites aux femmes de la diversité en Outaouais. Donc, créer une vue d'ensemble qui permettrait en fait de déterminer des pistes de recommandations qui pourraient améliorer, bonifier et adapter les outils et les services des organismes aux besoins des femmes de la diversité. Depuis tout à l'heure, je parle de femmes de la diversité. Donc, quand on parle de femmes de la diversité, on parle de femmes qui s'identifient comme immigrantes, des femmes qui s'identifient comme racisées, des femmes qui s'identifient comme immigrantes et racisées, et des femmes qui s'identifient comme autochtones. Donc, nous sommes vraiment très conscients que ces femmes-là, ces communautés-là, ils ont des réalités très différentes. Et donc, avec le terme diversité, nous ne voulons pas faire d'amalgame ou de représentation homogène de ces groupes de femmes-là. Mais c'était simplement pour les besoins de la recherche, on a dû simplifier les termes que l'on utilisait. Je voudrais spécifier aussi qu'avec le terme racisé, on ne l'a pas utilisé de manière péjorative. Au contraire, en fait, on lutte avec ce projet-là. On veut un changement social, on veut déconstruire des stéréotypes, etc. Mais quand on parle de racisé, c'est une personne qui peut vivre en fait des discriminations liées à des apparences physiques, par exemple sa couleur de peau. Et donc, voilà. Et donc, aussi à déterminer qu'une personne racisée n'est pas nécessairement immigrante. Donc ça, c'est des stéréotypes ou des jugements qu'on peut avoir du fait de son apparence physique, mais elle peut être née ici, par exemple au Canada, et donc s'identifier comme racisée. C'est pour ça que c'est une différence à noter entre la catégorie des femmes immigrantes et racisées. Et donc, quand on parle de femmes aussi immigrantes, elles peuvent pas nécessairement être racisées. Voilà. Alors, pour en fait arriver à cette vue d'ensemble-là, cette recension, qu'on pourrait dire recension croisée, on a procédé à 2 étapes. Donc, d'abord, en A, qu'on peut qualifier de l'étape A, on voulait avoir une recension des services offerts par et les besoins en fait de certains organismes de la région. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure les organismes qui travaillent en violence principalement, donc par exemple les maisons d'hébergement, les groupes de soutien, etc., mais également des organismes en employabilité, etc. Donc, on voulait aller à la rencontre de ces organismes-là. Ensuite de ça, la deuxième étape, donc l'étape qu'on pourrait qualifier de B, c'était très important pour nous, en fait, de recenser les vécus et les besoins des femmes elles-mêmes issues de la diversité. Donc, l'intérêt de ce projet-là, c'était de proposer des recommandations pour améliorer ces services-là pour elles. Donc, le projet s'adresse principalement à ces femmes-là, alors il fallait aller à leur rencontre. Pour la démarche de recherche au sein de ce projet-là, donc j'ai mentionné tout à l'heure qu'on a commencé en septembre 2021 le projet, puis on a finalisé le projet en septembre 2022, donc par en fait la synthèse de réponse et le rapport final.
Et donc, c'est ça, de septembre à octobre 2021, on a vraiment fait une recension des connaissances. Ensuite de ça, de novembre à septembre 2022, on a eu un comité de travail qui a été en place. On a coordonné des sessions de travail. Donc, il y a eu une très grande collaboration entre moi-même et beaucoup d'organismes partenaires qui travaillaient avec le projet. Ensuite de ça, de février 2022 à septembre 2022, il y a eu la collecte de données, donc cette double recension-là croisée. Et finalement, de août à septembre 2022, c'était vraiment l'analyse des données et la proposition de recommandations, et donc la peaufination du rapport final. Et donc, d'ailleurs, cette présentation-là, c'est base sur le rapport du projet, que vous pouvez trouver sur le site web d'Agir Outaouais. Donc, en bref, pour vous présenter le comité de travail du projet, alors il y avait 10 membres. C'était très important pour nous d'avoir une bonne représentation des organismes et des réalités de terrain, et donc évidemment des personnes aussi qui pouvaient s'identifier aux communautés socio-culturelles cibles du projet. Alors, évidemment, il y avait des membres d'Agir Outaouais. Il y avait des membres aussi de la maison d'hébergement Univers Femmes, maison Libérelle aussi, une autre maison d'hébergement, de l'AFIO, qui est l'accompagnement pour femmes immigrantes de l'Outaouais. Il y avait aussi le centre Elizabeth Fry, le CALAS de l'Outaouais, et il y avait aussi Luco, une chercheuse spécialiste dans les questions autochtones qui siégeait sur le comité, et finalement des membres du Conseil de la communauté noire de Gatineau. Donc, ce comité de travail-là s'est rencontré de manière mensuelle, puis tout au long du projet, aidait en fait à peaufiner la démarche de recherche et également valider en fait les moyens de recension, les données, etc. Donc, ça a été une pièce très clé dans ce projet-là. Pour ce qui est de l'approche de recherche, évidemment, le sujet, c'est les femmes de la diversité, hein, donc qui ont des réalités et des facteurs identitaires très différents, qui peuvent vivre des situations de discrimination et d'oppression ou même des rapports de pouvoir en contexte de violence qui sont liés à leurs facteurs identitaires. Et donc, bien évidemment, il fallait appliquer une démarche de recherche qu'on appellerait l'intersectionnalité féministe. Et donc, ça permettait en fait de mieux voir l'interaction entre les différents facteurs identitaires qui pouvaient exacerber des fois les formes de violence ou créer des réalités très spécifiques pour, par exemple, les femmes immigrantes et racisées, autochtones, en situation, en fait, de violence. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir une démarche intersectionnelle. Pour ce qui est des moyens de recension des données, en fait, alors on a eu 2 sondages qui ont été créés donc sur les plateformes SurveyMonkey. Donc, un premier, qu'on a mentionné, la recension croisée. Donc, avec l'objectif A, on voulait faire un sondage pour les organismes, donc d'avoir la perspective, les points de vue des organismes même sur les services qui sont offerts. Et ensuite de ça, on voulait faire un sondage pour avoir également sur la plateforme SurveyMonkey, avoir l'opinion, enfin, les perspectives des femmes issues de la diversité, donc elles-mêmes, pour comprendre un peu leur réalité et leur point de vue de ces services-là et des expériences de la violence. Donc, c'était des sondages qui étaient écrits également. Alors, finalement aussi, on a eu un groupe de discussion qui a été fait pour répondre à l'objectif B, donc la recension auprès des femmes de la diversité. On va en parler tout à l'heure. Alors, pour ce qui est du premier moyen de recension des sondages, donc comme j'ai mentionné tout à l'heure, un sondage pour les organismes, un sondage pour les femmes. L'objectif, c'était d'avoir une recension croisée, hein, donc en fait, comparer des réalités, comparer des perspectives. Donc, il fallait que les sondages aient des structures similaires. Donc, les organismes, 35 questions, 32 questions pour les femmes, 3 catégories de questions, donc le portrait des organismes ou le portrait de la personne, donc des femmes. Ensuite de ça, les pratiques d'intervention et les services offerts par les organismes. Ensuite de ça, qui correspondait à la partie des expériences et perspectives de violence pour les femmes de la diversité. Et finalement, les besoins des organismes et leurs perspectives, en fait, sur les besoins des femmes qui fréquentent leur centre,
qui répondait en fait à la partie besoins des femmes et les expériences des services d'aide en violence si elles ont fréquenté des organismes. Et ces sondages-là ont pu être traduits également en anglais pour atteindre le plus de participants et participants que possible. Finalement, pour ce qui est... hop là. Avant de passer aux principaux résultats de la recension, excusez-moi, on va juste discuter un petit peu des limites liées à la recension. Donc, il y a eu le contexte pandémique, aussi le bassin de répondantes était beaucoup moins grand que prévu, donc on a envoyé le sondage à certains organismes et donc on a eu moins de participants que prévu, mais on a quand même suffisamment de réponses. Ensuite de ça, pareil pour les femmes, alors on attendait à ce qu'il y ait plus de participantes, il y a eu moins que prévu. Et surtout aussi le contact avec les communautés autochtones, c'était plus difficile que prévu. Et j'aimerais mentionner ma position sociale également, qui peut avoir été un facteur limitant la recension, c'est-à-dire que je tiens à spécifier que je suis une femme blanche, etc., qui n'a pas nécessairement vécu certaines réalités abordées dans l'étude. Donc, l'important, c'était vraiment de ne pas s'approprier quelconque parole et ces résultats-là, en fait, de la recension, je tiens à spécifier qu'ils sont vraiment tels quels. Il n'y a aucune interprétation et c'est vraiment la parole des organismes et surtout la parole des femmes. Et donc, voilà. Merci. Bon, pour commencer, les principaux résultats de la recension. Alors, tout comme les sondages et le projet, il y a deux parties dans la présentation des résultats de la recherche. Donc, d'abord, pour répondre à l'objectif A, qui était la recension auprès des organismes. Donc, on va aborder ça ensemble. Et ensuite de ça, on va aborder la recension auprès des femmes. Donc, les réponses obtenues dans le sondage et les réponses obtenues dans le groupe de discussion. Donc, pour ce qui est de la recension auprès des organismes, on a 14 organismes qui ont répondu au sondage. Alors, on a 11 membres d'Agir et 3 partenaires d'Agir. Donc, d'abord, pour un peu simplifier les réponses et en fait les coordonner, ce qu'on a fait, c'est des catégories d'organismes qui ont été créés en fonction de leur mission et les services qu'ils offraient. Donc, une première catégorie qui concerne les maisons d'hébergement. Donc, on a la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées qui a répondu au sondage, le centre Mectil, l'Autre chez soi, Alta-Femme Haute-Gatineau, la maison Univers Femmes et la maison Libérelle. Ensuite de ça, on a les groupes de soutien, donc des groupes en fait qui sont aussi d'intervention auprès des femmes, que ce soit auprès de violences sexuelles ou auprès de femmes incarcérées, etc. Ou pour lutter pour les droits sociaux. Alors, on a le CALAX de la vallée de la Gatineau, le CALAS de l'Outaouais, le Centre Elisabeth Frey de l'Outaouais et l'Association de solidarité et d'entraide communautaire de la vallée de la Gatineau, donc l'ASEC. Pour ce qui est des centres de femmes, on a un seul centre de femmes donc qui en fait était spécifique, qui offre divers services pour différentes femmes. Alors on a la FIO qui a pu répondre au sondage, c'est l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais. Donc comme son nom l'indique, vise en fait à intervenir et offrir des services pour les femmes qui s'identifient comme migrantes ou femmes immigrantes et racisées. Et finalement, on a une catégorie de partenaires mixtes en fait, qui ont différentes missions, que ce soit le JITAMI, donc qui œuvre auprès de personnes itinérantes, Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais, donc qui œuvre auprès de, l'employabilité, etc. Et aussi le service de police de la ville de Gatineau, donc qui est un organisme d'intervention et d'urgence, donc qui a pu développer aussi un volet de violence conjugale. Alors, un pas intéressant donc pour la lutte faite aux violences en Outaouais. À partir de ces 4 profils d'organismes, on a analysé les réponses en créant en fait un profil, donc en répertoriant les services et les activités que ces organismes-là pouvaient offrir et en faisant ressortir des
principales statistiques des usagères, en fait, et des communautés qui fréquentent les organismes. On va regarder ça ensemble tout à l'heure. Et finalement, on a fait une synthèse des réponses, donc une vue d'ensemble, en reprenant les 4 groupes d'organismes, puis en créant le portrait des usagères qui fréquentent ces 4 profils d'organismes-là. Ensuite de ça, l'adaptation des services et les pratiques d'intervention de ces organismes-là, et finalement leurs besoins et ceux des femmes de la diversité. Donc, c'est vraiment une synthèse des grandes questions qui ont été abordées dans les sondages. Donc, regardons ensemble quelques statistiques poignantes quand même qui visent à présenter depuis 2018, en fait, donc depuis 4 ans, l'évolution de certaines usagères au sein des organismes. Et en fait, pour signifier qu'il y a une augmentation donc générale. Et donc, voilà. Alors, pour ce qui est des maisons d'aide et d'hébergement, pour la synthèse des statistiques, on a une augmentation de 3% sur 4 ans concernant l'évolution statistique du nombre d'usagères qui s'identifient comme immigrantes et racisées. Donc, c'est quand même considérable, 3% en 4 ans, étant donné aussi la situation de maisons d'hébergement qui sont déjà surchargées, manque de main-d'œuvre, etc. Alors, c'est des réalités qui sont assez urgentes et qui nécessitent aussi, cette augmentation-là nécessite qu'on s'y attarde et qu'on adapte aussi les services en fonction de ces publics-là. Pour ce qui est, en fait, de l'évolution statistique du nombre d'usagères autochtones, donc on est encore aussi dans les réalités des maisons d'hébergement. Alors ici, on reprend des statistiques tirées de Altefam Haute-Gatineau, qui est une maison d'hébergement dans la région de Maniwaki, donc il y a une réalité plus rurale aussi hein, que les maisons d'hébergement de Gatineau. Et on a aussi le centre Mectil, qui a aussi des réalités un peu plus rurales. Donc, en fait, sur 4 ans également, donc de 2018 à 2021, pardon, pour Altefam Haute-Gatineau, on voit qu'il y a une augmentation de 9% sur 4 ans. Donc, c'est quand même une augmentation considérable. Et pour la maison du centre Mectil, donc c'est une augmentation également assez, quand même considérable d'environ 1%. Donc, voilà. Pour la catégorie des groupes de soutien, on voit un graphique en ce moment qui reprend l'évolution statistique du nombre d'usagères immigrantes, du nombre d'usagères femmes racisées et de femmes autochtones. Donc, une comparaison qu'on peut faire à partir de ce graphique-là. Donc, c'est également pour les années 2018 à 2021. Donc, il y a une augmentation de 1% de la fréquentation des femmes immigrantes, augmentation de 1,5% pour le nombre de femmes racisées, une augmentation de 1,2% pour femmes autochtones. Pour ce qui est de la vue d'ensemble et donc des synthèses de réponses, alors comme j'ai mentionné tout à l'heure, on reprend les 4 profils d'organismes. Puis, on va regarder ensemble, alors d'abord, le portrait des usagères de la diversité. Donc, au sein des organismes-là, on a posé les questions, selon vous, ça serait quoi les facteurs identitaires qui seraient le plus susceptibles de créer, en fait, des réalités spécifiques pour les femmes issues de la diversité et éventuellement peut-être des formes d'oppression, de discrimination ou enfin des facteurs qui pourraient exacerber les formes de violence vécues. Donc, d'abord, les facteurs identitaires recensés, ça serait d'abord l'appartenance culturelle. Donc, 50% des organismes ont mentionné que l'appartenance culturelle, c'est un facteur identitaire prédominant. Ensuite de ça, 41,7% des organismes répondants ont mentionné que c'était le statut socio-économique qui pouvait jouer dans les facteurs identitaires. Et finalement, fait intéressant également, 8,3% des organismes ont répondu que ça serait l'orientation sexuelle et l'identité de genre qui pourraient influencer les réalités des femmes en fonction de leurs facteurs identitaires. Donc, on parle toujours des réalités des femmes de la diversité. On a également recensé les langues parlées
écrite et lue au sein des organismes. Donc, c'est important pour nous de recenser ça pour en fait augmenter l'offre de services en interprétariat et en traduction. Donc, c'est un service qui est énormément demandé aussi par les femmes de la diversité. Donc, c'est important de regarder et de sortir en fait quelle langue qui était principalement abordée. Fait intéressant, concernant les langues autochtones, il n'y a pas de service encore qui est offert en langue autochtone, donc ça serait quand même un facteur, enfin c'est un enjeu important sur lequel il faudrait travailler et qui fait aussi partie des recommandations que nous proposons. Pour ce qui est des services les plus utilisés, donc on a demandé aux organismes, selon vous, quels services les femmes de la diversité qui fréquentent vos organismes utilisent le plus. D'abord, Auto, qui est sorti à 90,91%. Les organismes répondants, c'est le service halte garderie, qui est vraiment en demande. Ensuite de ça, on a aussi l'aide à la recherche de logement, par exemple, à 72,73%. On a l'accompagnement dans les ressources communautaires, l'aide technique aussi qui est ressortie, donc aide à l'ordinateur par exemple, interprétariat, traduction aussi, donc encore à 72,73%, l'aide à la recherche d'emploi qui est un service très important, les démarches auprès des services gouvernementaux à 63,64% et finalement les démarches en immigration, donc aussi à 72,73% de réponses. Donc quand même, c'est ça les services les plus utilisés. Alors, on a demandé la question, donc un point intéressant, l'adaptation des services et des pratiques d'intervention à destination des femmes de la diversité. Donc, en gros, on a demandé aux organismes s'ils étaient familiers avec les approches de type féministe, donc axées sur le genre et les rapports de genre. Ensuite de ça, les approches intersectionnelles, donc qui visent à comprendre l'interaction de facteurs identitaires et donc tous des éléments, par exemple, on a mentionné l'appartenance socioculturelle, le statut économique, etc., qui peuvent influencer sur les réalités d'une personne. Et ensuite de ça, on a mentionné s'ils étaient familiers avec les approches interculturelles, donc vraiment plus en fait une approche qui vise à comprendre le vécu culturel de la personne et aussi comment on peut, même dans les réalités des intervenantes, la culture, leur culture d'origine peuvent intervenir aussi avec la culture, avec les personnes avec qui interviennent. Donc, on leur a demandé si ils savaient ces approches-là. En général, oui, ils sont familiers. Ce serait vraiment les maisons d'hébergement, les groupes de soutien, les centres de femmes qui intègrent davantage ce genre d'approche-là dans leur organisme. Donc, pas nécessairement avec les mots féministes, intersectionnels et interculturels, mais ils ont des exemples de pratiques qui peuvent correspondre à ces approches-là. Par exemple, elles peuvent avoir une présence d'intervenantes issues de la diversité, des extensions d'horaires pour en fait accommoder la réalité de certaines femmes, modifier des formulaires aussi pour être davantage inclusifs envers les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Il y a des outils qui sont offerts en plusieurs langues. Il y a aussi la création d'outils visuels, donc pour les personnes qui sont soit analphabètes ou les femmes qui comprennent pas la langue d'accueil encore, ces outils-là visuels permettent en fait de sensibiliser et de faire passer en fait de l'information. Il y a aussi une sensibilisation culturelle et le respect des coutumes dans ces organismes-là, donc par exemple pour l'achat de nourriture halal, le respect du port du voile, viser les femmes lorsqu'il y a une présence d'hommes par exemple, etc. Il y a aussi la collaboration avec différents organismes comme Femmes autochtones du Québec. Toute cette continuité-là en fait a une volonté à s'outiller sur les réalités des femmes de la diversité, donc en l'occurrence les femmes autochtones victimes de violences, et finalement aussi des accompagnements rigoureux et personnalisés dans des démarches d'intégration et d'immigration. Donc voilà, alors c'est assez positif encore. Les exemples d'intégration, il y a quand même une familiarisation, mais évidemment, les ressources humaines et matérielles ne suffisent pas pour avoir une intégration totale ou enfin qui correspondrait à améliorer les services et l'offre en fait et aussi répondre aux besoins.
Pour ce qui est, on a demandé en fait, alors pour les trois catégories, donc vous noterez qu'on n'a pas ajouté la catégorie de femmes immigrantes et racisées, donc c'est vraiment, les organismes n'ont pas pu répondre à cette question spécifique-là, femmes immigrantes et racisées. Donc on a les trois catégories ici. Alors, est-ce qu'on a demandé, est-ce que les organismes adaptent des pratiques pour les femmes immigrantes? 7 sur 14 organismes répondants affirment ne pas avoir recours à une démarche spécifique à destination des femmes immigrantes. Plus précisément, c'est les partenaires mixtes et certains groupes de soutien qui n'ont pas vraiment de service spécifique. Mais il y a des exemples de pratiques ici, là. Alors, par exemple, la FIO possède un plan d'intervention individualisé. On tente aussi de développer des liens avec des partenaires pour répondre à différents aspects des besoins des femmes immigrantes. Une vérification du niveau de compréhension de langue française, une intervention pour briser la loi du silence, etc. Ensuite de ça, on a demandé, est-ce que vous adaptez vos pratiques pour les femmes racisées? Donc, la majorité des organismes, j'ai pas de chiffres à vous offrir, mais les organismes affirment ne pas avoir recours à une démarche spécifique pour les femmes racisées. Donc, par contre, dans certains organismes, donc surtout aussi les maisons d'hébergement, il y a une attention particulière qui est portée en fait sur l'utilisation d'une démarche de type intersectionnel ou interculturel pour prendre en compte les vécus des différents groupes de femmes qui fréquentent les services. Et finalement, pour ce qui est de l'adaptation des pratiques à destination des femmes autochtones, alors 6 sur 14 organismes répondants n'ont pas de démarche d'intervention spécifique à destination des femmes autochtones, mais ils ont quand même conscience des besoins spécifiques de plus en plus de ce groupe de femmes-là. Pour Halte Femmes Haute-Gatineau, donc on a vu tout à l'heure ensemble qu'il y avait une augmentation de 9% de femmes autochtones qui fréquentent leur organisme. En fait, c'est le tiers en 2021 de leur nombre d'usagères. Et donc, elles ont des pratiques à destination des femmes autochtones. Donc, ça serait intéressant aussi de créer des collaborations avec Halte Femmes Haute-Gatineau pour intégrer peut-être dans d'autres organismes ce genre d'approche-là. Par exemple, chez Halte Femmes Haute-Gatineau, on y offre des ateliers par le biais de confection d'art traditionnel, en fait, qui est une forme d'art-thérapie. Il y a aussi des groupes de soutien et de discussion qui sont offerts entre femmes autochtones pour mieux comprendre les réalités et le vécu de celles-ci. Pour ce qui est des besoins des femmes immigrantes, donc pardon, on a sauté une diapositive, mais c'est pas grave. Donc, en fait, on a demandé aux organismes c'est quoi vos perspectives sur les besoins des femmes de la diversité. Donc, selon en fait les trois catégories de femmes à l'étude, donc femmes immigrantes, alors elles ont une volonté d'être traitées de façon juste. Elles veulent acquérir une connaissance des droits, un accompagnement dans les démarches administratives, besoin d'identifier aussi la violence conjugale et les rapports de genre dans le pays d'accueil, par exemple. Elles peuvent aussi faire face à des différents enjeux comme une insécurité économique et statuaire. Elles peuvent vivre de l'exploitation sexuelle. Elles veulent briser les préjugés dans la communauté d'appartenance. Il y a un besoin de sécurisation culturelle, économique, physique et émotionnelle. Et puis, des fois, il peut y avoir un manque d'alternatives vis-à-vis les réalités culturelles du pays d'origine et celles du pays d'accueil. En ce qui concerne les besoins des femmes racisées, donc encore là, il y a eu moins de réponses à ce niveau-là. Donc, les organismes ont mentionné qu'elles ont besoin d'un soutien et de compréhension dans les différentes oppressions croisées qu'elles peuvent vivre, donc des fois en fonction de leur leur apparence physique. Elles peuvent aussi avoir besoin de différents accompagnements administratifs, par exemple, culturels, etc. Des services aussi en diverses langues et aussi, en général, besoin d'une sécurisation économique également, émotionnelle aussi, en général. Pour ce qui est des besoins des femmes autochtones, donc les organismes ont recensé un besoin de sécurisation culturelle et une compréhension en fait des traumas collectifs propres aux communautés autochtones. Donc quand on parle de ces traumas collectifs-là, on peut
sous-entendre la colonisation, la stérilisation forcée, les pensionnats, l'adoption forcée, etc. Donc, si les femmes qui fréquentent les organismes n'ont peut-être pas directement vécu ça, il y a une intériorisation aussi, puis c'est des formes de violence, puis c'est des traumas collectifs qui sont intériorisés en elles et puis qui peuvent exacerber leur réalité en fait en violence, etc., qui peuvent interférer là-dedans. Donc c'est très important d'avoir cette conscience-là des traumas collectifs. Il y a aussi un besoin de traduction, donc en langue maternelle. Encore là, on a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas de services qui sont offerts dans les organismes répondant dans les langues autochtones, donc Anishinaabe pour le territoire de l'Outaouais. C'est un besoin qui est encore là. Donc, le logement aussi et l'indépendance économique, ce sont des besoins répertoriés. Il devrait aussi que leur culture soit respectée, valorisée, donc aussi, il parle de sécurisation culturelle, donc aussi respecter les traditions, les modes de vie, la connaissance, par exemple, du cercle de guérison ou des approches traditionnelles autochtones. Et puis aussi des réalités, elles peuvent avoir une méfiance vis-à-vis les institutions, donc surtout aussi les services de police. Alors il y a un lien de confiance qui est brisé depuis des générations, et donc il faut comprendre en fait que l'impact des violences étatiques est perpétué dans le temps envers les communautés, et donc il y a vraiment un processus à faire en fait dans la décolonisation en tant que telle. Il y a aussi un besoin d'accompagnement général dans différents secteurs comme l'administration, la culture, etc. Ensuite de ça, on a mentionné, vous les organismes, ce serait quoi vos besoins pour améliorer et bonifier les services que vous offrez à destination de ces femmes-là, donc pour être davantage axé sur les réalités de ces femmes-là. Alors là, on a repris les 4 catégories d'organismes, donc les maisons d'aide et d'hébergement. On a demandé c'est quoi les besoins. Les groupes de soutien, centres de femmes, partenaires mixtes. Donc par exemple, pour les maisons d'hébergement, en gros, je vous donne quelques exemples. Ça serait avoir un service de répit halte garderie, un hébergement de deuxième étape, que les services d'interprétariat soient davantage disponibles et que les coûts afférents soient moins élevés. Il faudrait aussi obtenir un contact direct avec un agent de l'immigration, avoir une meilleure compréhension du système d'immigration, développer des partenariats, avoir une traduction de certains documents, avoir des bénévoles ou des partenariats aussi pour le transport des femmes, davantage de places en hébergement, des moyens de transport gratuits, des cuisines collectives, un camp d'été, etc. Et pour les groupes de soutien, par exemple, pouvoir offrir davantage de services externes, diversifier les activités, les adapter aux différentes réalités des femmes, avoir davantage accès à des services de traduction, obtenir plus de financement, truc qui revient souvent, créer davantage de groupes d'entraide et puis aussi un manque de main-d'œuvre généralisé qui peut affecter aussi l'offre des services. Pour le centre de femmes, donc évidemment, c'est la FIO, alors c'est axé sur les besoins des femmes immigrantes. Ça serait aussi d'avoir une garderie pour les femmes qui utilisent le service. On a mentionné que le service halte garderie est souvent utilisé par les femmes de la diversité, donc ça serait quelque chose en fait, améliorer ce service-là et l'offre en fait de ce service. Et aussi d'avoir une maison de transition d'urgence. Les partenaires mixtes, quant à eux, aimeraient avoir un accès rapide à de l'hébergement d'urgence, avoir des intervenantes qui soutiennent les femmes dans la recherche de logement, suivant leur séjour en hébergement, et obtenir aussi des allocations financières pour permettre aux femmes de se rétablir et de combler les pertes économiques relatives à une séparation. Pourrait aussi avoir un endroit de type hébergement et transition qui accueille les femmes sans abri et victimes de violences. Donc, ce n'est pas encore le cas dans la région de l'Outaouais, donc c'est quelque chose qu'il faudrait aller de l'avant avec. Et donc voilà, évidemment, les exemples, puis si vous souhaitez avoir accès à tous les besoins répertoriés, etc., et toutes les données recensées, je vous invite à lire le rapport dans son entièreté disponible sur le site web. Finalement, on a demandé qu'est-ce qui permettrait de mieux adapter les services et l'intégration d'approches spécifiques. Donc, je vous rappelle, féministes, intersectionnelles ou intersectionnelles, interculturelles ou intersectionnelles, pardon. Alors, ça serait d'abord 66% des organismes ont répondu que ce serait la formation interne qu'il faudrait améliorer, enfin,
grandir ce besoin-là. Ensuite de ça, ce serait le financement, donc à 13,3%. Aussi la mise en place de programmes d'intervention spécifiques. Et aussi, on a demandé est-ce qu'il y aurait une collaboration ou des partenariats entre les organismes qui seraient possibles pour échanger des ressources et donc bonifier aussi les ressources de la région. Donc oui, à 66,7%, les organismes souhaitent davantage créer de partenariats. Et des partenariats, pas simplement avec les organismes en fonction de leur mission, mais aussi en fait, voir la complémentarité des missions de la région, de ces organismes-là. Maintenant, nous passons à la deuxième partie de la présentation des résultats de notre recherche, alors qui répond en fait à l'objectif B. Donc, en fait, la recension auprès des femmes de la diversité. Alors, c'est une recension qui a été faite, je vous rappelle, par un sondage et ensuite de ça, un groupe de discussion. Il y a en fait 3 femmes qui s'identifient comme immigrantes et racisées qui ont participé au groupe de discussion. Et ensuite de ça, il y a une femme qui a participé au sondage écrit. Donc, évidemment, comme vous pouvez voir, le bassin de répondantes, c'est des femmes qui s'identifient comme immigrantes et racisées ou immigrantes. Donc, il n'y a pas en fait la perspective des réalités des femmes autochtones. Donc, ça serait quelque chose à peaufiner et à faire un projet en part entière sur les réalités des femmes autochtones. Voilà. Et évidemment, l'objectif de cette recension-là, c'était de comprendre les réalités, les enjeux des femmes de la diversité et de voir leurs perspectives concernant les services. Au sein du groupe de discussion, qui a eu lieu le 25 mai dernier, par exemple, on a créé, en fait, avec le sondage également les réponses obtenues, on a créé en fait 3 catégories d'enjeux qu'on a pu répertorier, donc les enjeux culturels et familiaux, les enjeux liés au processus d'immigration et les enjeux liés à l'invisibilisation de certains types de violences, qui ce sont des enjeux qui correspondraient aux réalités spécifiques des femmes immigrantes et racisées et qui pourraient en fait être à l'origine de certaines barrières qui freinent l'accessibilité des services aux femmes qui en ont besoin. Donc, non seulement ces enjeux-là exacerbent des fois les formes de violence vécues, mais sont des freins pour l'accès aux services. On a aussi répertorié les types de violences. Alors, ce sont des violences conjugales qui sont vécues, donc physiques, psychologiques et morales. Il y a aussi des violences sexuelles qui peuvent être vécues, des formes de racisme, de l'harcèlement, de la discrimination, donc plusieurs formes de violence. Donc, concernant en fait les enjeux culturels et familiaux. Alors, l'appartenance socio-culturelle, c'est un facteur identitaire qui est à l'origine de certaines formes d'oppression propres aux femmes de la diversité et qui s'identifient comme femmes immigrantes et racisées. Donc, c'est un facteur qui est à l'origine, comme j'ai mentionné, de barrières qui freinent l'accessibilité des services aux femmes. Quand on parle d'enjeux culturels, on peut noter en fait qu'il peut y avoir un décalage culturel entre la société d'accueil et la société d'origine. Je tiens à mentionner également, juste parenthèse, que ces 3 catégories d'enjeux-là, c'est des enjeux qui sont vraiment tirés du groupe de discussion, donc aussi qui viennent de la parole et du vécu des femmes. Donc, il n'y a vraiment pas d'appropriation ou d'interprétation des enjeux. C'est vraiment des choses qui ont été mentionnées. Donc, revenons au décalage culturel. Alors, ça peut être un choc culturel il peut créer de l'isolement. Donc, surtout lorsqu'il y a des barrières linguistiques. Alors, c'est un enjeu qui est important à noter et qui peut exacerber en fait les réalités de ces femmes-là. Il y a aussi les rapports de genre qui sont parfois interprétés et vécus différemment au sein de certaines communautés. Donc, il y a des femmes qui peuvent intérioriser certains schémas patriarcaux qui sont nuisibles pour elles. Donc, des fois, il y a une forme de banalisation collective et individuelle de la violence, donc pensant au fait que c'est normal et que ça fait partie, en fait, du rôle d'être une femme ou du rôle d'être un mari, d'agir de telle manière. Et donc, des fois aussi, l'image du mari peut être plus importante que celle de la femme. Alors, je cite par conséquent
Personne ne va te croire si tu dis que ton mari te bat. Donc ça, c'est une citation tirée de la recension. Donc les rapports de genre aussi, ça peut être un frein à l'accès aux services. Il y a aussi le poids des traditions qui peut être un frein. Alors, c'est un enjeu aussi important. Donc, l'honneur et la réputation de la famille sont des valeurs souvent centrales dans plusieurs communautés d'appartenance. Donc, c'est pour cette raison aussi que certaines femmes vont pas oser, en fait, à dénoncer les violences subies parce que ça peut être nuisible à l'image de la famille. Il y a aussi donc évidemment une crainte de rejet par les pairs et des fois le divorce est mal perçu, il peut être un synonyme de division au sein des communautés. Et donc des fois on va aussi instrumentaliser certaines traditions pour justifier ou banaliser la violence. Donc c'est aussi une réalité qui est observée par les participants. Finalement, ce qui concerne la présence d'enfants, c'est un enjeu très important aussi pour les femmes parce que des fois, elles vont rester dans le noyau familial et conjugal pour éviter que les enfants subissent une séparation. Et donc, ça serait une instabilité qui s'ajouterait à celle liée au processus d'immigration. Voilà des petits éléments liés aux enjeux culturels et familiaux qui sont en fait des enjeux propres aux femmes immigrantes et racisées en contexte de violence. Pour répondre à ces enjeux-là, les femmes qui ont participé à notre projet proposent certaines recommandations. Donc d'abord, ça serait de créer une sensibilisation directe, donc avec des ateliers vraiment axés sur c'est quoi les violences, etc., c'est quoi les droits dans le pays d'accueil, etc. Et aussi une sensibilisation indirecte, donc des fois faire un atelier sur tel sujet, et puis glisser un mot à la fin en mentionnant les formes de violence ou un numéro de téléphone pour des ressources et tout ça. Ça serait une piste qu'on pour améliorer en fait et aller chercher davantage les communautés, les femmes issues de l'immigration. Il faudrait aussi sensibiliser les hommes aux enjeux de la violence. Il faudrait respecter le récit de vie des femmes, donc être à l'écoute, offrir un espace pour parler. Un point important aussi, ça serait de briser la loi du silence concernant les violences vécues, donc parler ouvertement sans complexe, légitimiser la parole de la personne qui vit ça, puis aussi important de briser le statut de victime. Donc on a une citation ici, on vit comme tout le monde, pourquoi on a besoin de se cacher en dessous de la table? Aussi, on pourrait organiser davantage de groupes de soutien pour rejoindre les femmes, donc créer des réseaux de confiance. On pourrait participer aux événements des communautés culturelles, donc par exemple faire des barbecues, des activités sur l'entrepreneuriat, etc. Puis un autre point intéressant, ça serait d'identifier des femmes relais. Donc les femmes relais, ce n'est pas un terme que nous avons employé, c'est vraiment un terme qui est ressorti de la recension. Et les femmes relais, en fait, ça serait comme des participants, comme les participantes qui ont partagé leur vécu au sein de ce projet-là, ben elles pourraient en fait faire le pont entre les services et les organismes que nous représentons et les communautés. Donc, non seulement elles pourraient réduire le fossé culturel et la méfiance vis-à-vis les services, mais elles pourraient aussi euh, briser en fait les barrières linguistiques qui des fois sont vraiment un frein pour les femmes en fait qui recherchent de l'aide. Ensuite de ça, le deuxième enjeu qu'on a pu répertorier avec les participantes, c'est le processus d'immigration qui est vraiment qui peut être un frein en fait et une réalité très spécifique à ces groupes de femmes-là. Donc, en fait, le processus d'immigration, ben, ça crée en fait en général une instabilité et les femmes doivent s'adapter, hein, et souvent ces femmes-là vont dépendre des démarches administratives de leur conjoint, ce qui peut créer des rapports de pouvoir et de dépendance envers leur conjoint. Et ces rapports de pouvoir-là peuvent être en fait d'autant plus visibles lorsque les femmes n'ont pas de réseau dans le pays d'accueil. Puis, la dépendance en fait peut s'exacerber, la dépendance au conjoint, hein, bien évidemment, peut être exacerbée si il y a des barrières linguistiques présentes. Donc ça, c'est un facteur très important à considérer.
Les pistes de recommandation que les participantes ont pu énoncer, alors pour répondre à cet enjeu-là, ça serait d'abord d'avoir une plus grande accessibilité aux interprètes qui pourraient accompagner les femmes immigrantes. Et donc que ces interprètes-là soient des femmes et qui soient sensibles en fait aux réalités des femmes immigrantes victimes de violences. Donc le lien de confiance dans ce cas-ci pourrait être beaucoup plus simple à développer peut-être. Il faudrait aussi accompagner les femmes vers l'autonomisation. Donc très très important, quelque chose qu'elles ont mentionné, c'est le pouvoir financier qui en premier lieu doit être pris et repris en fait. Et finalement, on pourrait accompagner les femmes à comprendre les droits et les structures de la société d'accueil. Donc, quand même un point très, très important aussi pour répondre à cet enjeu-là du processus d'immigration. Finalement, pour répondre aux enjeux, il y a l'invisibilisation de certains types de violences qui a été répertoriée au sein du groupe de discussion. Alors, il y a certaines formes de violence qui sont vécues, qui sont très difficiles en fait à identifier, donc que ce soit par la personne qui l'a subi ou par l'entourage aussi. Donc, la violence psychologique et morale, c'est une forme de violence très répandue et souvent invisible. Donc, dans les mécanismes d'action de la violence psychologique, par exemple, on va voir une détériorisation de la santé globale des femmes qui vont conduire généralement celle-ci à soit culpabiliser ou aussi avoir une destruction de son image. Et donc, souvent, ces femmes-là pensent que c'est des fois, c'est elle le problème et elle la cause du problème. Donc, elles restent dans cette dynamique-là, ce cycle-là de la violence. Donc, c'est très difficile de s'en dissocier, même simplement de le reconnaître, d'en prendre conscience. Donc, tu sais, et donc voilà. Il y a aussi les formes de violence sexuelle qui sont aussi des types de violences plus difficiles à reconnaître. Pour répondre à cet enjeu-là d'invisibilisation de certains types de violences, les participantes en fait proposent de d'abord sensibiliser, faire des formations pour que les femmes prennent conscience de l'existence de ces formes de violence-là. Il faudrait aussi un accompagnement vers la reconstruction de soi et aussi développer des projets avec des femmes survivantes, donc aussi des femmes relais, qui peuvent sensibiliser directement leur communauté aussi. Alors, finalement, on va faire une petite conclusion, donc des constats. Qu'est-ce qu'on peut ressortir en gros de ce projet-là? Et aussi les recommandations que l'on propose. Les constats de la recension croisée. Alors, entre 2018 et 2021, on peut dire qu'il y a une augmentation générale de la présence de femmes de la diversité au sein des organismes de l'Outaouais. On peut dire aussi que l'appartenance culturelle, le statut socio-économique et l'identité sexuelle et de genre sont les principaux facteurs identitaires qui peuvent exacerber les formes de violence vécues par les femmes de la diversité. Le service halte-garderie, de traduction, démarche d'immigration sont les principaux services utilisés par les femmes de la diversité et donc les principaux services qu'on devrait davantage intégrer des ressources, ajouter des ressources, etc. Puis aussi, un autre constat, il n'y a pas de service de traduction en langue autochtone dans les organismes qui ont répondu à ce sondage. On peut aussi dire que 50% des organismes répondants n'ont pas de démarche spécifique d'intervention. Donc, quand on parle de démarche spécifique, c'est des approches féministes, interculturelles ou intersectionnelles. On peut dire qu'il y a besoin en général de financement et de formation chez des organismes-là pour qu'ils améliorent et qu'ils bonifient leurs services à destination des femmes de la diversité. Qu'en général, le contexte actuel, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les organismes qui, évidemment, influence l'offre des services et que les enjeux culturels et familiaux, que le processus d'immigration, que l'invisibilisation des certaines violences sont des réalités spécifiques pour les femmes immigrantes et racisées et qui sont à l'origine de freins pour l'accès aux ressources. Donc, c'est des enjeux sur lesquels on doit travailler ensemble collectivement pour, en fait, améliorer les réponses des organismes et des femmes, en fait, au service d'aide pour lutter contre le contexte de violence et les formes de violence dans la région. Les recommandations que nous proposons. Donc, d'abord, nous adressons des recommandations au ministère et au gouvernement. Donc, on veut plus en fait, il faudrait que les organismes
que les gouvernements et les ministères fournissent aux organismes qui interviennent auprès des femmes de la diversité davantage de financement à la mission globale. Donc, il y a des fonds qui devraient être aussi dédiés au développement d'approches d'intervention spécifiques. Et il y a aussi des fonds qui devraient être dédiés davantage à la formation continue des intervenantes et à l'accessibilité de services de traduction et d'interprétariat. Il faudrait davantage de ressources pour le service halte garderie, un service qui est très utilisé par les femmes de la diversité. Il faudrait davantage de ponts entre les ressources gouvernementales et les organismes, offrir davantage de places supplémentaires en hébergement, faciliter l'accès à des interprètes et des agents dans l'immigration qui seraient sensibilisés aux réalités de la violence. Il faudrait créer une équipe de personnes ressources, aussi davantage intégrer une approche ACS+, donc l'ACS+, c'est l'analyse comparative entre les sexes intersectionnels, donc c'est vraiment une approche qui vise qu'on intègre en fait dans l'élaboration de politiques de projets d'analyse pour en fait évaluer les facteurs et les répercussions d'un tel projet en fonction du groupe social pour qui on intervient. Donc, il faudrait bonifier ça. Et finalement, reconnaître les différentes formes de violence systémique qui sont parfois invisibles et agir en mettant en place des plans d'action pour déconstruire ces violences systémiques-là. Quand on parle de violences systémiques parfois invisibles, on parle de racisme, de colonialisme, de sexisme. Finalement, deuxième partie des recommandations, c'est pour les organismes d'intervention de la région. Donc, les organismes devraient reconnaître la complémentarité des services des organismes, donc qui œuvrent auprès des femmes de la diversité. Ensuite de ça, il faudrait faire davantage de partenariats entre les organismes. Il faudrait accompagner davantage les femmes de la diversité dans différentes démarches. Il faudrait aussi continuer à renforcer l'intégration des approches spécifiques comme féministes, intersectionnelles, interculturelles. Également s'outiller et peut-être intégrer aussi l'ACS+, que j'ai mentionné tout à l'heure. Puis aussi mettre en place des stratégies efficaces pour aller rejoindre les femmes et briser les enjeux, par exemple, culturels, le processus d'immigration, qui sont à l'origine de freins, en fait, à la recherche de ressources en violence pour les femmes. Donc, voilà, et aussi développer un volet spécifique pour les femmes autochtones. Et donc voilà, ceci met fin en fait à la présentation des principales conclusions, donc tirées du rapport de recherche sur le projet des violences faites aux femmes de la diversité en Outaouais. Donc je vous invite fortement à lire ou consulter le rapport de recherche dans son entièreté qui se trouve en fait sur le site web d'agiroutaouais.ca. Et donc dans la catégorie études et mémoires. Donc si vous voulez le consulter ou le citer. Et si vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus sur les enjeux féministes ou que vous voulez aussi savoir plus sur ce qu'on fait comme projet ou comme formation chez Agir, eh bien suivez-nous sur Facebook, Instagram ou par courriel. Alors nous sommes toujours disponibles. Donc je vous remercie énormément de votre écoute. Donc, c'est ça. Moi, c'est Laurence Meillard, chargée de projet chez Agir. Merci beaucoup.